Bonjour, voyager dans le passé. Ce voyage, j'en ai rêvé. Nous en avons tous rêvé. Nous allons le faire ensemble avec Archéo Vidéo. Revivre au temps des Césars à Rome. Nous réveiller dans les grandioses palais de Pharaon. Nous promener dans les rues bleues de Babylone. Côtoyer Cléopâtre, Platon, Nabuchodonosor. Oui, grâce au minutieux travail des archéologues, à la magie des images de synthèse, réunies en une collection des éditions Atlas, unique en son genre, je vous invite à partir avec moi pour un extraordinaire, un inoubliable voyage dans le tourbillon du temps. Pompéi l'ensevelie, renaissante à la vie au pied du Vésuve. Carthage, la fière rivale de Rome, détruite par Scipion, restituée dans toute sa splendeur. Knossos, livrant les secrets de son labyrinthe. Thèbes, l'égyptienne, dans son intégrale majesté. Le théâtre d'Épidore, Corinthe, la Grèce des dieux, des mythes et des philosophes. Et puis la Chine et les sortilèges de son empire plusieurs fois millénaire. Les Mayas, les Aztèques, les Incas, la grandeur retrouvée des civilisations disparues. Chaque vidéo fait revivre pour nous, un à un, les sites les plus fabuleux de l'histoire de l'humanité. Nous plongeons dans le spectacle grandiose des reconstitutions par ordinateur qui nous permettent littéralement de visualiser l'invisible. Et la vie quotidienne des hommes d'hier nous devient merveilleusement proche et familière. Avec sa vidéo, le fascicule est un véritable guide qui vous familiarise avec chaque civilisation, ses croyances, ses rites, ses coutumes et ses œuvres d'art. Précieuse à emporter avec vous quand vous partirez vous-même explorer le site. Et maintenant, accompagnez-moi dans la Rome des Césars. Et n'oubliez pas, dans 15 jours, nous partirons à la découverte de l'Égypte des pharaons et du secret des pyramides. Rosa, Rosa, Rosam, souvenez-vous, si vous avez connu les classes de latin, de ces fastidieuses déclinaisons qui vous faisaient souvent détester Rome et les Romains. Ajoutez à cela, en classe de français, les imprécations de Camille. Rome, unique objet de mon ressentiment. Et voilà votre aversion latine pour tout ce qui pouvait porter une toge ou une tunique. Surtout si, comme moi, vous étiez loin du prix d'excellence et que vous préfériez le cinéma à l'école. Ah, le cinéma, c'était autre chose. Rome, c'était tout d'un coup les courses de chars, les combats de gladiateurs et les belles esclaves vendues sur le forum. On appelait ces films des péplums, du nom du vêtement que portaient les héros. Ils n'étaient pas toujours d'une scrupuleuse vérité historique, mais au moins, ils nous avaient rendues vivantes, frémissantes d'action et de clameur, la Rome de l'Antiquité. Celle où nous vous entraînons aujourd'hui pour un passionnant voyage au cœur de l'archéologie. Le Tibre qui s'écoule lentement est indissolublement lié à la vie de Rome. On ignore l'origine exacte de son nom que les anciens Romains attribuaient à Romulus, le fondateur mythique de la ville, le premier roi de Rome. La date de la fondation est également incertaine. Toutefois, l'hypothèse la plus vraisemblable semble être celle de Varron, l'historien romain, qui la situe vers l'an 753 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, Rome est la métropole moderne que nous a si bien montré Fellini. Mais elle a conservé ses racines antiques. En effet, même aux endroits où l'on ne rencontre plus de ruines, la physionomie actuelle de la ville reste dictée par celle de la ville antique.
L'exemple le plus frappant est la Piazza Navona, dont la forme épouse celle du stade de Domitien. Pendant des siècles, Rome a connu un essor ininterrompu. Bâtie sur les 7 collines, elle n'a pas tardé à se développer en gagnant sur la campagne. 3 siècles après la naissance du Christ, Rome comptait déjà 1 million d'habitants, citoyens, soldats, affranchis et esclaves. Certains avancent même le chiffre de 2 millions. Regardez cette maquette exposée au musée de la civilisation romaine. Elle permet de se faire une idée des énormes dimensions de la ville. D'abord petite bourgade sur le mont Palatin, Rome est vite devenue la plus grande métropole de l'Antiquité. Ses premiers habitants étaient des bergers. Ils ensevelissaient leurs morts dans cette vallée humide où sera bâti le Forum. Et 10 siècles plus tard, Rome développe un périmètre d'environ 20 km. Au IVe siècle après Jésus-Christ, elle compte plus de 400 quartiers, 28 bibliothèques, 8 ponts, des centaines de places, 29 grandes routes qui relient le centre à la périphérie. Imaginez que 19 aqueducs acheminent chaque jour 1,5 million de litres d'eau pour alimenter les fontaines publiques et les bains privés, sans oublier 11 grands établissements comme les thermes de Caracalla et ceux de Dioclétien. Et puis, il y avait les forums. Sur ces grandes places battait le pouls de la cité. Le plus spectaculaire était le Forum romain. Au pied du Capitole se dressait autrefois le temple de la Triade capitoline, le lieu de culte le plus sacré de la Rome des Césars. C'est ici que se trouvait la grande place du Forum romain. Ce quartier était devenu le centre de la ville. Le premier revêtement de la chaussée en terre battue fut réalisé vers 600 avant Jésus-Christ. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, alors que Rome domine la Méditerranée, on assiste à l'essor de la ville et à la transformation de l'aspect du Forum en l'espace de quelques décennies. Sous le règne de l'empereur Auguste, Rome est devenue la capitale d'un empire qui s'étend de la Gaule à la Syrie. Le Forum devient le symbole de la grandeur impériale. On construit des temples et des édifices publics qui font de ce Forum, avec les somptueuses résidences des empereurs sur le mont Palatin, un lieu unique au monde. Même lorsque de nouveaux forums comme ceux d'Auguste et de Trajan seront construits dans son voisinage immédiat, le Forum romain conservera toute son importance. Voici le Capitole de nos jours. Mais il y a 3000 ans, ce quartier devait plutôt ressembler à ceci. Une plaine alimentée par un cours d'eau, vraisemblablement le Vélabre, marécageuse et malsaine. C'est pour cette raison que la ville se développa d'abord sur le mont Palatin, où naquit la Roma Quadrata, 7 siècles avant Jésus-Christ. Enfin, ce marais fut assaini et Rome put alors commencer à se développer. Il existe une légende autour de la fondation de la ville. Elle raconte que c'est avec sa propre charrue que Romulus, le premier roi de la ville, délimita de ce sillon le périmètre de la cité future sur le mont Palatin. Ensuite, la ville s'est agrandie, englobant les 7 collines, puis s'étendant peu à peu. C'est à l'époque de l'avant-dernier roi de Rome, Servius Tullius, que fut érigée la première enceinte d'une longueur de 11 km environ. Mais à la fin de la République, Rome avait déjà débordé cette muraille, si bien que l'empereur Aurélien, craignant les invasions barbares, fit construire une nouvelle enceinte qui atteignait, elle, plus de 18 km de périmètre. Revenons au Forum romain pour voir comment ce quartier devait se présenter à la fin de la République. À cette époque, la place avait déjà un caractère monumental. Sa physionomie annonçait sa structure définitive qui sera achevée sous le règne de l'empereur Auguste. Vers le 1er siècle avant Jésus-Christ, le consul Cicéron se dressait contre Catilina et le général Marc-Antoine lisait le testament de Jules César au peuple romain.
Le forum se présentait ainsi. Le grand édifice du temple de Saturne, la basilique Sempronia construite en 169 avant Jésus-Christ, à ses côtés le temple des Dioscures. En face, la basilique Emilia que fit construire le consul Fulvius Nobilior. Enfin, le pavage avec le reste des édifices. Mais la vision la plus spectaculaire devait sans conteste être celle de l'époque impériale. C'est le moment de l'expansion maximale de l'Empire romain lorsque convergeaient dans le forum les peuples de 3 continents. Devant le temple de Saturne, la partie pavée était occupée par d'innombrables colonnes et par des monuments commémoratifs rappelant les exploits des empereurs. À droite, la basilique Julia, construite sous Jules César, était en réalité, comme toutes les basiliques romaines, un lieu où l'on venait parler affaires. À côté, le temple de Castor et Pollux, les dieux tutélaires de la noblesse. À gauche, la basilique Emilia est la seule basilique de la République qui ait survécu. Elle a été restaurée à maintes reprises en raison de nombreux incendies. Enfin, les autres édifices de la place, en haut à droite, les résidences impériales sur le mont Palatin, et au loin, le Colisée. Nos livres scolaires d'histoire nous ont souvent donné une image un peu poussiéreuse de la Rome de l'Antiquité, avec des personnages figés comme des statues de marbre qui s'ennuient dans les musées. Il faut bien s'imaginer que ces lieux n'étaient pas de simples tas de pierres, mais des espaces grouillants de vie et d'animation, comme les chaleureux Romains d'aujourd'hui peuvent nous en donner la véritable idée. Et curieusement, la vision que nous en offrent les aventures d'Astérix, avec son agitation et ses couleurs, est plus proche de la réalité que les gravures des vieux livres d'histoire. On crie, on s'interpelle, comme sur les marchés de Provence. Le Romain moyen habite déjà dans des immeubles de plusieurs étages et dans les pires des cas, il y avait même des embouteillages de chars. Car le forum romain et les abords du Capitole, c'est le cœur de la cité et un cœur qui bat très fort. Cette vue panoramique montre la partie du forum située sur le flanc du Capitole. C'était un quartier hérissé d'édifices comme le Tabularium et le temple de Saturne où était conservé le trésor de l'État. À l'époque de César, il se composait de 13 tonnes d'or, 114 tonnes d'argent et plus de 30 millions de sesterces. Vers le IVe siècle après Jésus-Christ, ce quartier devait avoir approximativement cette physionomie. Un sol pavé, des arcs et des monuments commémoratifs. En haut, de gauche à droite, les temples de Saturne, de Vespasien et de Titus. Sur le Capitole, qui est aujourd'hui le siège de l'hôtel de ville, se dressait le Tabularium, les archives de l'État. La partie centrale était située derrière le Palatin. C'était une autre zone essentielle du forum qui se trouvait entre le temple de Vesta et le temple de Castor et Pollux, appelé aussi le temple des Dioscures. La forme circulaire du temple de Vesta rappelait les cabanes primitives. Il abritait le feu sacré et le Palladium, une statuette en bois de Minerve. À en croire la légende, elle avait été ramenée de Troie par Énée. Ceci, en revanche, est tout ce qui reste du temple des Dioscures, bâti en souvenir de la bataille du lac Régile où les Romains avaient battu les Latins. Au IVe siècle encore, cette zone apparaissait ainsi, avec l'arc d'Auguste bâti en face du très ancien temple de Vesta. À droite, le temple des Dioscures. En haut, enfin, le palais impérial ayant appartenu à Caligula. Voici la maison des Vestales, dont une partie importante de l'atrium est conservée. Ce grand édifice était une sorte de monastère. Il abritait la petite communauté très respectée des prêtresses. À sa tête se trouvait la grande Vestale.
Les Vestales étaient toutes issues de familles de la noblesse auxquelles elles étaient enlevées très jeunes, entre 6 et 10 ans. Elles avaient l'obligation de rester vierges pendant au moins 30 ans. Et si toutefois elles ne respectaient pas ce serment, elles étaient condamnées à mort et enterrées vivantes, car il était impossible de verser le sang d'une Vestale. En quittant la maison des Vestales et en longeant la Via Sacra, on rencontre l'un des édifices les plus grandioses de la Rome impériale, la basilique. Sa construction avait été entreprise sous Maxence et achevée sous Constantin en 315 de notre ère. Elle occupait un espace immense. La voûte centrale, haute de 35 mètres, était formée de 3 immenses berceaux. Ils reposaient sur des colonnes de marbre de plus de 14 mètres de hauteur. La basilique abritait le tribunal ainsi que des grandes cérémonies publiques auxquelles devait participer une grande foule. L'intérieur de la basilique devait apparaître comme ceci, avec au fond la grande statue de Constantin. Face à la basilique, le Palatin était déjà occupé par les résidences des grands patriciens. Depuis l'époque d'Auguste, ce lieu abritait les résidences des empereurs, ce qui en faisait un quartier unique au monde pour l'immobilier. Et voici le panorama qui se serait offert aux yeux d'un visiteur du haut de cette basilique de Maxence. Ici se dressait autrefois le Grand Cirque. Il pouvait accueillir plus de 150 000 personnes. Certains parlent de près de 400 000, le public des courses de chars. D'après l'historien Denis d'Halicarnasse, qui vécut à l'époque de l'empereur Auguste, le Grand Cirque mesurait 621 mètres de long et 118 de large. Il était situé dans la vallée Murcia, entre l'Aventin et le Palatin. Il est possible d'avoir à partir du Grand Cirque un autre point de vue sur les merveilleuses résidences impériales. Pour avoir une idée du luxe de ces palais impériaux, voici un triclinium, la salle des banquets. C'est celui de la Domus Flavia, conçu par l'architecte Rabirius pour l'empereur Domitien. Les empereurs utilisaient cette salle pour leurs réceptions. Ici, Helvius Petinax fut assassiné par les mêmes prétoriens qui, à peine 2 mois auparavant, venaient de le proclamer empereur. Mais revenons au Forum romain et plus précisément à la zone du Clivius Palatinus. La route escarpée qui reliait le Forum au Palatin, le quartier habité par les empereurs. Et bien d'après Lanciani, l'un des plus grands spécialistes de Rome, cette route devait se présenter ainsi. Parmi les édifices publics les plus imposants figuraient les grands établissements de thermes comme ceux que vous voyez ici. Ce sont les thermes de Caracalla, érigés à partir de 212 après Jésus-Christ. Ils occupaient un espace d'environ 11 hectares. Ils comportaient des citernes pouvant contenir 80 000 mètres cubes d'eau. Ces thermes fonctionnèrent sans interruption pendant plus de 300 ans, jusqu'à ce que le roi barbare Mitige décide en 537 de couper les aqueducs. L'entrée coûtait un quart d'as, une misère. Plus de 2000 personnes pouvaient en même temps se baigner dans les bassins d'eau chaude ou froide, faire de la gymnastique, jouer à la balle, discuter ou bien encore écouter les écrivains à la mode qui venaient au terme déclamer leurs dernières œuvres. Voici comment se présente aujourd'hui la Natatio, la grande piscine en plein air.
Et la voici à présent telle qu'elle apparaissait aux yeux de ses habitués, remplie de l'eau fraîche et limpide acheminée par l'aqueduc de l'eau Marcia. Un autre édifice prévu pour accueillir des milliers de personnes était le théâtre de Marcellus. Commencé sous Jules César, il fut achevé 17 ans avant la naissance du Christ. Il était dédié à Marcellus, le fils adoptif de l'empereur Auguste. Le théâtre mesurait plus de 30 mètres de haut et pouvait accueillir près de 20 000 spectateurs. Voici comment se présentait le théâtre de Marcellus, avec le temple d'Apollon situé à quelques 6 mètres du théâtre, et le temple de Bellone. Tout autour se trouvaient les insulae, de véritables immeubles de rapport où vivait la grande majorité des Romains. Mais l'un des édifices les plus fréquentés était l'amphithéâtre Flavien, plus connu sous le nom de Colisée. C'est là qu'avaient lieu les combats de gladiateurs, un spectacle dont les Romains de l'Antiquité étaient littéralement fous. Le Colisée est probablement le monument le plus célèbre du monde. On ne sait pas avec certitude quel fut son génial constructeur. Peut-être Rabirius, l'architecte de Domitien, ou bien un certain Gaudens. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le Colisée fut conçu comme un chef-d'œuvre de symétrie et d'élégance. Il est un des symboles de la grandeur de Rome. Le Colisée comportait 4 étages, pour un total de 48 mètres de haut. Et pour le construire, on utilisa plus de 100 000 mètres cubes de travertin. L'amphithéâtre fut bâti dans la vallée située entre le Palatin, l'Esquilin et le Caelius. C'était l'emplacement d'un édifice provisoire en bois que Néron avait fait construire après la destruction de l'ancien amphithéâtre de Taurus au cours de l'incendie de Rome. Commencé sous l'empereur Vespasien, le Colisée fut inauguré par Titus en 80 après Jésus-Christ. Ce fut l'occasion de spectacles grandioses qui durèrent 100 jours et 100 nuits et au cours desquels furent tuées plus de 5000 bêtes sauvages. Mais voyons sous quel aspect le Colisée se présentait au IIIe siècle après Jésus-Christ. La silhouette du Colisée telle que nous la connaissons tous. Mais comment le voyait l'empereur le plus riche et l'esclave le plus pauvre? Eh bien, grâce au miracle des images de synthèse du Colisée, aujourd'hui usé par le temps, le voici qui se reconstruit sous vos yeux dans toute la splendeur de son architecture originale. À l'instant, l'immense amphithéâtre retrouve toute sa hauteur et sa magnificence. Mais transportons-nous encore un peu plus en arrière dans le temps. Avant même que ne s'élève cet édifice, qu'y avait-il en ces lieux? Rien. Ou plutôt la campagne, cette riante campagne romaine, une fraîche villégiature qui avait su attirer un ami des arts et un poète, du moins le croyait-il, Néron. Mais l'empereur fou ne pouvait pas se contenter d'un simple cabanon. Il fit construire ici, au bord de ce petit lac, un immense palais, la Domus Aurea, que ses successeurs s'empressèrent de faire détruire. Et c'est l'empereur Vespasien, aussi connu pour la construction d'autres édicules, l'argent n'a pas d'odeur, qui fera installer à sa place, et aujourd'hui, en pleine ville, le Colisée. L'intérieur du Colisée dessine une ellipse parfaite d'une dimension égale à celle d'un stade de football. Ces gradins pouvaient accueillir plus de 70 000 personnes. Toutes les occasions étaient bonnes pour organiser un combat. Chaque victoire militaire, chaque fête religieuse, chaque anniversaire était prétexte à ces jeux sanglants. Il y eut des milliers de spectacles de ce genre. L'un d'entre eux, sous le règne de l'empereur Trajan, se poursuivit sans interruption pendant 117 jours consécutifs. Il coûta la vie à plus de 9000 gladiateurs. Sous l'arène se trouvait un labyrinthe de souterrains qui abritait les gladiateurs et les fauves.
ces souterrains étaient un véritable enfer, où les protagonistes du spectacle, les gladiateurs et les fauves, attendaient parmi les clameurs, les hurlements, les rugissements, de sortir dans la lumière éblouissante de l'arène. Là, un public en délire les attendait, dans l'espoir d'assister à une mise à mort, parfaite et enthousiasmante. Et pour rendre ces combats plus excitants, des mises en scène incroyables étaient montées sur l'arène du Colisée. Il existait deux sortes de combats. Ceux du matin opposaient hommes et animaux, et les combats de l'après-midi se déroulaient entre gladiateurs. Mais si ces spectacles nous apparaissent maintenant d'une sauvagerie révoltante, pour le grand public, les gladiateurs étaient alors des héros. Les femmes de la noblesse romaine auraient fait n'importe quoi pour avoir les faveurs de Serge le Thrace ou d'Attilius le Myrmillon. Même s'il nous paraît un peu pompier aujourd'hui, ce tableau de Jean-Léon Gérôme nous donne une idée plutôt réaliste de ces combats féroces. Voici le tableau. Tenez, ici on voit les gladiateurs qui arrivent au terme de leur lutte sauvage. Les gladiateurs n'étaient pas tous semblables. Il y avait les Samnites qui portaient un bouclier et une épée, les Thraces, eux, qui se servaient d'un poignard, les Myrmillons, ainsi nommés car leur casque était orné d'un poisson, le myrmillon, puis les Rétiaires qui emprisonnaient leurs ennemis dans les raies de leurs filets et l'achevaient au trident. Justement, dans ce tableau, le Rétiaire est en bien fâcheuse posture. Et les femmes que vous voyez là, la tête voilée, ce sont les Vestales, les prêtresses vierges qui, malgré leur vocation, venaient assister à ces peu ragoûtants spectacles. Le combat du Rétiaire n'a pas dû plaire aux Vestales, car elles ont leur pouce tourné vers le bas, ce qui signifie qu'elles réclament sa mise à mort. En effet, le public ne se bornait pas à assister au spectacle. Il participait en hurlant encore plus sauvagement que dans nos stades actuels et en encourageant les gladiateurs à s'entretuer. Les spectateurs tournaient leur pouce vers le bas s'ils voulaient que le gladiateur vaincu soit achevé. Comme vous pouvez le voir, le monde des gladiateurs était un monde violent, féroce et puis mystérieux aussi. On apprenait aux gladiateurs non seulement à manier les armes, mais également à mourir en héros, afin de mériter les applaudissements de la foule. Il n'y eut qu'une seule véritable révolte de gladiateurs, qui fit trembler tout Rome. Le cinéma nous l'a montré dans un film admirable. C'était celle de Spartacus en 73 avant Jésus-Christ. Ainsi s'achève notre voyage à travers les lumières et les ombres de la Rome antique. Mais nous nous reverrons bientôt pour un autre passionnant voyage dans l'Égypte des pharaons.